prochaine intervention sera de Christine Martin et Lénie Marquez. Donc, Christine Martin est membre de la CHA et travaille pour l'association Coviam qui accompagne des personnes handicapées dans leur rôle d'employeur d'assistant de vie. Et sur l'employeur est un choix par défaut, il semble être le seul aujourd'hui en France permettant l'accès à la vie autonome. Christine Martin sera accompagnée, comme je le disais, par Lénie Marquez du collectif Clé pour nous parler de comment concilier le droit à l'autonomie et le droit du travail dans le contexte français. C'est à vous. Bonjour, donc moi je suis Bonjour. Christine. Comme vous l'a dit Étienne, je travaille actuellement pour une association mandataire qui s'appelle Coviam, qui a été créée par des personnes en situation de handicap pour des personnes en situation de handicap pour répondre à leurs besoins. Donc, comment je suis arrivée ici? J'ai des retours de micro, je ne sais pas si… Donc, comment je suis arrivée ici? En fait, dans mon parcours professionnel, moi, je suis électronicienne de formation. Jusqu'à 45 ans, j'ai fait mon petit travail d'électronicienne, de commercial, et jusqu'au jour où, dans ma famille, enfin, au sein de mon couple, on a eu besoin d'un assistant personnel. Donc, eh bien, quand on n'est pas très au courant de comment ça se passe, on est extrêmement naïf. Donc, on a fait ce qui nous semblait le plus simple, c'est-à-dire contacter un prestataire pour avoir un auxiliaire de vie ou des auxiliaires de vie, vu le temps d'accompagnement qui est nécessaire, qui était long. Et là, ça a été la douche froide, parce qu'effectivement, on répond, les prestataires répondent. Et nous, on s'était dit qu'on allait leur parler de notre choix de vie pour qu'ils puissent calquer leur accompagnement sur nos choix de vie. Et là, eh bien non, ça n'a pas été ça du tout. Le prestataire s'est d'abord intéressé à notre vie de façon actes essentiels. On s'est rendu compte que pour un prestataire, notre vie, ce n'était qu'une succession d'actes essentiels, c'est-à-dire manger, dormir, éliminer, s'habiller, se laver. Pour le reste, c'était accessoire. Donc, c'était peut-être un petit peu naïf pour moi, mais ça a été quand même très compliqué puisque, bien, quand on explique aux gens qu'on veut manger à 14h, ben, c'est pas possible, hein, manger à 14h, se coucher à 23h. Ouh là là, 23h, bah non, on ne se couche pas à 23h quand on est handicapé. Et se lever à 10h le matin, encore moins. Et sortir, alors je vous en parle même pas. Donc, du coup, on se retrouvait avec une vie qui, des horaires imposés par un tiers, hein, des tâches et des pratiques professionnelles aussi imposées par un tiers, puisque il était impossible de s'habiller comme on le souhaite, puisque c'est tellement pas pratique de s'habiller comme ça, madame. Oui, mais c'est comme ça, je m'habille. En plus, et ce qui est peut-être le pire, hein, c'est d'avoir des intervenants qui changent tout le temps. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain avec un intervenant qui vient pour un acte vraiment d'une intimité terrible, hein, enfin, importante, et que vous ne connaissez même pas et qui ne sait même pas comment vous faites. C'est pas possible, hein. Et en plus, on nous répondait quand j'en parlais: «Ah, mais les gens sont diplômés, madame». Oui, sauf que, pour moi, le diplôme ne prévaut pas sur le savoir-être. Et ça, le savoir-être, il n'y a pas de diplôme. Et ça posait vraiment problème. Donc, il a bien fallu, si on voulait conserver son choix de vie autonome, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu trouver des solutions. Donc, trouver des solutions, c'était quoi? C'était pouvoir choisir son accompagnement, pouvoir choisir ses temps de travail, ses pratiques professionnelles, ses lieux d'intervention, ses moments d'intervention, etc., etc. Il n'y avait qu'un choix en France actuellement sur les lois existantes. Il n'y avait qu'un choix, c'était devenir particulier employeur. Donc du coup, eh bien, c'est là que j'ai commencé mon parcours de particulier employeur et mes expériences de particulier employeur. Bon, les événements, etc., se sont arrivés et sont passés. Donc, j'ai intégré l'association Coviam il y a maintenant 10 ans, parce qu'il y a des éléments très importants pour un particulier employeur à avoir avant de passer particulier employeur. Le premier point, c'était de vérifier que le temps d'accompagnement qui était accepté par les MDPH pour
les personnes étaient suffisantes pour répondre à leurs besoins réels et propres à chacun dans un environnement adapté. Ces besoins doivent répondre à la vie choisie des personnes et non pas à ce que l'on veut que vous fassiez de votre vie. C'est hyper important. Et puis ensuite, si vraiment on a ce nombre d'heures d'accompagnement suffisant, il faut passer à la construction de son accompagnement. Donc la construction de son accompagnement, c'est la mise à plat des besoins techniques, les besoins humains, les besoins en environnement, pour pouvoir construire un contrat de travail autour d'un employeur et non pas autour d'un accompagnant. C'est extrêmement important. Il faut vraiment se réapproprier sa vie. C'est quelque chose qu'on veut nous enlever, c'est nos choix de vie. Donc, il faut vraiment se baser sur notre choix de vie pour créer un contrat de travail. Respect des rythmes, écoute, compréhension, choix des intervenants, diplômés, pas diplômés, c'est pas le problème. L'important, c'est de choisir son accompagnant et de choisir comment il va travailler. Ensuite, quand on a vraiment fait le tour de tout ça, il va falloir construire un contrat de travail. Donc, construire un contrat de travail, ce n'est pas simple parce qu'il faut s'en référer à des textes existants qui relèvent à la fois du Code du travail et de la convention collective, sachant que les deux sont concomitants, mais pas forcément toujours vraiment bien imbriqués. Donc c'est un vrai métier d'être employeur et ce n'est pas si simple. Donc, il faut aussi choisir un statut pour vos accompagnants, un statut. Alors, j'en parle parce que c'est extrêmement important et que les accompagnants, les assistants sociaux ou autres organismes médico-sociaux que l'on peut rencontrer ou autres prestataires n'en parlent jamais, ou alors s'ils en parlent, ils en parlent très, très mal. C'est la délégation de gestes de soins. En France, on peut demander à un de ses salariés de s'injecter de l'insuline si nécessaire. C'est quoi la délégation de gestes de soins? C'est pouvoir déléguer à une personne qui a eu une formation pour ça, enfin une formation dédiée, lui déléguer un geste que l'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas l'usage de ses membres supérieurs. Et si je prends l'exemple de l'insuline, c'est vraiment parce que c'est vraiment flagrant. Tout le monde dans le milieu médical va vous dire « Ah non, 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 on n'a pas le droit, un assistant de vie ne peut pas injecter de l'insuline. » C'est faux et archi faux. C'est un geste que vous feriez avec vos membres supérieurs quand vous en avez l'utilisation possible. Donc, votre assistant de vie peut le faire par délégation de gestes de soins. Hyper important parce que ça vous change une vie quand on l'a bien intégré. Donc, les freins, du coup, on en vient aux freins à l'accompagnement. Les freins à l'accompagnement actuellement en France, et je crois que ça l'a déjà été dit, c'est la non-connaissance et non-reconnaissance du métier d'assistant de vie. C'est vraiment un métier qui doit être connu, qu'il ne faut pas confondre avec le métier d'auxiliaire de vie. Ce n'est pas la même chose. Et donc ça, il faut vraiment que ça rentre dans les mœurs. Il y a vraiment un manque d'informations sur les spécificités de l'assistant de vie. Et le pire du pire aussi, qui rend ce type de choix difficile. Donc, le choix d'être employeur, c'est vraiment un choix par défaut parce que dans tous les cas, il y a quand même une inadéquation entre la vie autonome et la convention collective. Les textes ont été changés le 1er janvier 2021 sur la convention collective et c'est encore pire qu'avant. Pourquoi inadéquation? Parce qu'il n'y a pas reconnaissance des besoins spécifiques. On voudrait nous mettre dans un moule tout le monde le même, avec tous les jours la même vie, tous les jours le même coucher, tous les jours le même lever, toutes les nuits identiques, ce qui humainement est impossible. Je ne connais personne qui vive tous les jours de la même façon. C'est pas possible. C'est juste impossible. C'est vraiment... ils ont réussi à sortir un texte qui rend la vie impossible si on la suit à la lettre. Alors, on peut effectivement et heureusement écrire des contrats de travail et écrire des avenants et écrire des. J'arrêterai sur les écrire des parce que ça prend un temps fou. Et c'est pour ça que je suis... oui, c'est 1er janvier 2022, effectivement, la nouvelle convention collective, pas 21. Ça prend un temps fou à écrire et c'est extrêmement difficile pour le commun des mortels, tout simplement, donc pour tout le monde. Donc, j'espère que
la reconnaissance de la vie autonome par la société se verra peut-être un petit peu mieux reconnue, on va dire ça, s'il y a redondance, mais bon. La seule solution, en attendant, c'est de faire évoluer les textes. Eh bien, il est nécessaire donc de continuer à avancer dans nos actions pour que ces textes évoluent en fonction de la réalité et surtout, surtout toujours dans le respect mutuel employeur et salarié. Employeurs et salariés ne sont pas des ennemis. Ce sont des partenaires sur un travail. Voilà, pour moi, je pense que l'ENI doit être par là s'il veut. Oui, Allô, je suis là. voilà. Donc, je te laisse continuer. D'accord. Bon, du coup, je vais rebondir. Alors, je vais me présenter, etc. Et je vais rebondir par rapport aux propos de Christine précédemment avec quelques petits détails sur, on va dire, de l'autre côté de la barrière, voilà, en tant que personne accompagnée, sur qu'est-ce qui peut se passer au quotidien. Donc, voilà, donc moi, je me présente, je m'appelle Lenny Marquez. Donc, je suis président du CLÉ, donc collectif multi-handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et je suis aussi pas particulier employeur donc moi j'utilise aussi un mandataire. Et du coup, j'ai des assistants de vie à domicile sur du 24 heures sur 24. Donc j'ai 5 salariés qui travaillent avec moi. Et dans le cadre voilà, du statut d'employeur, comme on a dit précédemment, qui est un peu un statut par défaut. Donc moi, je voulais parler de ça aussi un petit peu avec vous aujourd'hui, sur revenir sur cette situation qui est un peu particulière. C'est-à-dire que voilà, moi aussi, à la base, quand j'ai eu besoin d'accompagnement, je suis passé par un prestataire avec la même, on va dire, les mêmes attentes que Christine, etc., sur le sujet et plein d'autres gens. C'est-à-dire avoir un truc qui était tout compris et me permettre, moi, d'avoir ma vie et en même temps de ne pas avoir de soucis administratifs parce qu'un prestataire va gérer le reste pour moi. Bon, et ça a été une déconvenue aussi assez terrible parce que on se rend bien compte que le prestataire, c'est un carcan qui empêche absolument les gens de vivre la vie qu'ils souhaitent parce que les contraintes horaires, les contraintes d'accompagnement sont tellement importantes que c'est invivable en fait. Et donc progressivement, du coup, je me suis aussi tourné vers le fait d'être particulier employeur. Et un peu, je vous avoue, à reculons, hein, parce que moi, le fait de devenir patron, c'était pas vraiment dans mon projet de vie, on va dire, dans mon existence. Voilà, je suis militant de gauche radicale. D'être un patron, c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Sauf qu'actuellement, dans le contexte actuel en France, dans lequel on vit, si on veut vraiment vivre un peu selon notre propre volonté, on est obligé de devenir employeur de ses assistants de vie parce que sinon, en fait, on peut pas se coucher à l'heure qu'on veut, manger à l'heure qu'on veut et choisir exactement le fonctionnement de mode de vie. Donc c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça quelque chose d'assez compliqué à gérer, d'être dans ce statut-là un peu bancal, dans le sens où on n'est pas vraiment des patrons parce qu'on ne s'enrichit pas avec le travail de nos salariés, mais on est quand même dans la catégorie employeur qui fait que dans les relations humaines avec les salariés, il y a quand même ce rapport hiérarchique qui est un peu implicite, qui moi, j'ai trouvé assez compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'en effet, c'est ma vie, donc c'est forcément à moi de la mener, mais en même temps, ce rapport avec des gens au quotidien, c'est à la fois, je suis leur patron, mais à la fois, je suis aussi une personne qui sont censées accompagner. Et dans différents moments de la journée, c'est vrai que ça, il y a des fois où on peut se retrouver avec des gens qui sont plutôt à la recherche d'un patron, au moment où il n'y a pas la possibilité de l'être, parce que c'est l'heure d'un coucher, parce que la journée était compliquée, parce qu'il y avait de l'accompagnement sur toute la journée. Et c'est vrai que ça, de mon expérience, j'ai trouvé ça assez complexe et toujours d'ailleurs complexe à gérer de trouver le bon positionnement en tant qu'employeur, c'est-à-dire savoir à la fois être dans l'échange et à la fois aussi pouvoir prendre des décisions exécutives sur son existence, parce que c'est de ça dont il est question. Et c'est vrai que voilà, actuellement, il n'y a pas de modèle qui nous permet de le faire sans être directement employeur de nos assistants de vie, quoi. Et pour parler un petit peu plus du cadre légal, et aussi du coup, c'est un peu le propos de notre intervention sur entre pouvoir s'organiser entre le droit du travail et la vie autonome. Et c'est vrai qu'actuellement, même en mandataire, il y a quand même beaucoup de choses qui nous freinent dans notre quotidien. Comme a dit Christine précédemment, il y a tout ce qui est les changements dans la nouvelle convention collective qui oblige, en fait, si on veut la suivre à la lettre, de faire avenant sur avenant et de toujours être en négociation, en fait, pour pouvoir vivre comme on l'entend. Donc, par exemple, moi, un truc tout à fait
précis sur ma vie quotidienne qui a pu être un questionnement sur comment faire évoluer le cadre légal pour que les choses correspondent un petit peu plus à la réalité. Par exemple, il faut savoir qu'il est impossible, d'un point de vue légal, que l'auxiliaire de vie puisse conduire un véhicule en accompagnant quelqu'un qui n'est pas la personne qui l'accompagne. Donc, par exemple, si on veut aller au cinéma avec un membre de sa famille, avec sa petite amie, avec ses parents, etc., normalement, l'auxiliaire de vie n'est pas censé pouvoir nous conduire si on accompagne quelqu'un en plus. Ou un autre truc, ils ne sont pas censés, par exemple, cuisiner pour plusieurs personnes que pour nous. Donc, quand on a une famille, par exemple, c'est assez bizarre de se dire, on va faire le plat pour la personne, et après, il faut faire la suite si on a une famille, etc., parce que ce n'est pas compris dans la loi. Donc, on voit bien que tout ce qui est prévu dans l'accompagnement, en fait, ne correspond pas vraiment aux besoins réels qu'on a, et ça repose souvent sur, en fait, un équilibre qui peut être assez précaire entre salariés et employeurs, qui est, en fait, la plupart du temps, les gens acceptent de faire des choses qui ne sont pas vraiment marquées telles quelles sur leur, dans le cadre de leur intervention explicite, mais que ça peut aussi bloquer si un salarié décide de s'en tenir à la lettre. Et parfois, on va se retrouver à pas pouvoir... on négocie pas avec le code du travail, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je pense que c'est bien qu'il y ait un code du travail qui protège les salariés, même si actuellement, je trouve que les assistants de vie ne sont pas non plus particulièrement protégés par leur statut. Donc, on a un peu l'impression que c'est un statut qui est négatif dans tous les cas, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à, dans le respect mutuel et les discussions un peu plus poussées, à trouver à la fois la souplesse nécessaire pour nous pour avoir une vie autonome intéressante, et eux, d'avoir la sécurité, la protection, parce qu'on sait aussi qu'il y a des abus de la part des employeurs, ça existe. Des employeurs qui abusent, et il ne faut pas non plus se leurrer et partir du principe que ces choses-là n'existent pas. Je pense que faut regarder un petit peu les deux côtés des choses. Et du coup, moi, je voulais terminer en fait en disant que l'intérêt objectif aussi des autonomistes comme nous pour la vie autonome, et aussi les auxiliaires de vie, c'est qu'on a les mêmes intérêts en fait. On se bat pour la même chose, c'est-à-dire que nous, en tant que personnes handicapées, on a évidemment tout intérêt à que les personnes qui travaillent avec nous aient un travail qui est, par exemple, suffisamment rémunérateur, suffisamment protecteur au quotidien, et du coup, ça permet aussi d'être dans un rapport qui va être plus serein et plus utile pour tout le monde, en fait. Parce que c'est vrai que parfois, ce que j'ai pu expérimenter en tant qu'employeur, c'est qu'il y a une certaine tension aussi qui va pouvoir se mettre sur certains sujets, avec des espèces de micro négociations quotidiennes, en fait, qui peuvent se finir par être épuisantes pour tout le monde dans l'accompagnement personnalisé. Donc, en résumé, pour terminer, je me dirais que voilà, je pense qu'évidemment, il faut aussi qu'on se batte pour que les travailleurs qui travaillent avec nous puissent avoir un meilleur statut, et nous, qu'on puisse avoir la liberté qui nous est due. Voilà. Tu voulais parler aussi, Lénie, de la reconnaissance par rapport au Ségur de la santé, par exemple? Ah oui, c'est vrai. On en avait parlé. En fait, ce que je voulais dire, c'était par rapport tout ce qui se passe à domicile, en fait, par rapport aux autres métiers d'accompagnement, que ce soit en institution ou, par exemple, dans des EHPAD, etc., même si on sait très bien que ce n'est pas des endroits fréquentables. Mais par exemple, un truc tout bête, c'est vrai, quand il y a eu le Ségur de la santé, avec le gouvernement qui a mis de l'argent sur la table pour les soignants et pour les personnes dans l'accompagnement, ceux qui ont bénéficié, ça n'a jamais été les personnes qui sont à domicile, en fait. Donc, en fait, on se retrouve avec des salariés qui ont des salaires qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on leur demande au quotidien, et qui, à la fois, ils voient que dans le privé, dans les grosses boîtes, ils vont avoir des avantages qu'ils n'ont pas quand ils bossent chez nous, quoi. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on mette à plat, pour qu'aussi le droit du travail et les avantages touchent enfin tous les salariés, quoi. Parce qu'on n'y arrivera pas tant que les gens aussi ne seront pas bien rémunérés dans ce boulot, quoi. Et je crois qu'il faut aussi qu'on fasse très attention à l'avenir, en fait, et au texte à venir, par rapport quand même au dernier rapport Bonnel-Ruffin, qui n'allait vraiment pas dans le sens de la vie des personnes à domicile, que ce soit des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. C'était vraiment, quand on voit ce que Ruffin proposait, ça fait peur, parce que moi, ce que je vois pour un salarié peut-être qui aurait eu une vie qui commence à 6 h le matin jusqu'à midi, et puis un autre salarié qui recommence à midi jusqu'à 8 h, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que dans les faits, une personne qui fait appel à un service tel que le souhaitait ou le préconise ce rapport pouvait se trouver, s'il était en bout de route, en bout de chaîne, au début, levé à 6 h du matin,
ou alors, pas de bol, s'il était en fin de chaîne, lever à 11 h du matin. Et alors ça devient vraiment, c'est pire que de la maltraitance à domicile. Enfin, je n'ai plus les mots, je n'ai pas les mots là, pour dire ce Non, et que puis je cela pense qu'il pourrait représenter. ne faut pas aussi confondre souplesse d'horaire, par exemple, avec mauvais respect du droit du travail, parce que souvent, les gens, il y a quand même Non. un amalgame que parce qu'on va travailler sur des longues durées, ça va être plus dur que si on travaille sur des petites, alors qu'on voit très bien que des gens qui vont faire des plus petites durées en institution vont être 2 fois plus cassés que s'ils travaillent à domicile. Sur un temps long, ils ont le temps de s'organiser, se poser et après avoir de la liberté sur le reste de leur semaine, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dessus à discuter, quoi, et à faire avancer pour qu'on s'en sorte. Alors, le fait, j'ai vu qu'il y a une question passer, le fait d'avoir beaucoup d'heures d'accompagnement pour pouvoir être particulier employeur, je dirais pas forcément. Tout dépend de vraiment de vos besoins. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué si vous avez besoin une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, une demi-heure le soir. Ça, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Après, on le voit toujours avec notre système actuel de société. Il faut peut-être aussi s'ouvrir sur une autre façon de réfléchir et de penser. Mais là, on est dans un paradigme où on a l'impression qu'on veut soit tu rentres dans les cases du code du travail, de la convention collective, du nombre d'accompagnements et du prestataire. Et puis si ça ne va pas, ben on te pousse, et j'ai peur de dire on te pousse vers une structure. Et ça, ou vers ou on te pousse aussi vers un habitat inclusif. On te dit non, mais ça c'est la solution pour ta vie. Or, quand on est dans un habitat dit inclusif, ou moi j'appelle ça un ghetto, bah, je le dis comme je le pense, hein, c'est mon opinion, mais le problème, il n'est pas là du tout. Il faut quand même le respect des personnes, c'est avant tout à prendre en compte. Enfin, c'est peut-être un autre débat là. Alors après, il y avait une question en anglais, je crois. Oui, il y a une question en anglais, je vais vous la faire en français. D'accord. La solidarité est très importante. En outre, la CDPH doit être incorporée dans la législation nationale. Et ensuite, une fois incorporée, vous pourrez aller devant les tribunaux et constater certaines des limitations et des dispositions que vous décrivez au niveau de Mmh. la loi. Que pensez-vous de cette stratégie? Bah, personnellement, je pense que ça peut être une bonne idée, mais après le problème, c'est que la France a déjà ratifié ce texte et qu'en fait, ils en ont un peu rien à faire. Donc je pense qu'il faudrait, mais déjà le fait qu'on en parle et cetera, ça commence à venir petit à petit. On voit bien que la France se rend compte qu'elle est pas du tout en accord avec ce qu'elle a signé. Donc ça peut permettre après, je pense, à avoir des actions en justice. Cette stratégie, elle est pas mal. Après, elle demande aussi beaucoup de temps et d'investissement, que ça soit personnel ou financier aussi d'ailleurs, parce que la justice, c'est pas non plus quelque chose de facile à utiliser, mais dans l'absolu, c'est la technique de toute façon qui fait changer les choses, c'est-à-dire mettre les gens au tribunal et forcer petit à petit les lois à s'adapter au respect des droits humains, quoi. Donc je la trouve bien cette stratégie. Mais on n'en est pas forcément là à fond pour l'instant en France, même si certains ont déjà commencé, quoi. Il y a un commentaire de Claire qui dit: «Personnellement, je trouve beaucoup mieux de travailler 8 à 10 heures d'affilée avec une même personne plutôt que de faire des accompagnements sporadiques en jonglant d'une personne à l'autre, même sans avoir expérimenté cette deuxième façon de bosser. En plus, ça n'aurait pas de sens pour la personne accompagnée». Donc ce qui rejoint ce que vous dites, également. Bah, en fait, l'intérêt, c'est que ça permet un investissement sur la durée et les personnes, du coup, vont se sentir aussi plus impliquées. Après, la seule difficulté, enfin, j'ai remarqué pour avoir vu quelques salariés dans cette situation qui ont depuis arrêté de travailler avec moi, c'est que certains n'imaginent pas quand même l'investissement que ça demande. C'est que certaines personnes vont penser que vont être un peu surprises de ce que ça leur demande comme énergie par rapport à ce qu'ils envisageaient. Donc je pense qu'il faut, mais c'est aussi l'entretien d'embauche, et cetera, sert à ça, à bien mettre les choses au clair pour que les gens sachent dans quoi ils s'embarquent aussi, quoi. Parce que puis certaines personnes ont du mal aussi à se relaxer. Moi, j'ai eu des gens qui étaient très tendus tout le long parce ils étaient trop dans l'attente d'agir, enfin voilà, il y a mais enfin, je peux comprendre, c'est un peu ce qui permet aux moi, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir embaucher des gens, c'est de leur permettre de travailler 2 jours d'affilée et d'avoir leur semaine après libre.
c'est ça qui motive les gens plus que l'argent, parce qu'au niveau salaire, c'est quand même pas du tout à la hauteur, quoi. Merci à vous. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, c'est vrai, j'ai vu que, je crois que c'est Nicolas qui avait indiqué que c'était difficile de recruter, mais c'est vrai que ça peut paraître compliqué de recruter, mais là, je te parle plus en tant que mandataire. Lorsque les personnes qui ont créé Coviam se sont regroupées pour créer Coviam, et c'était un énorme travail, vraiment. Hein, je ne sais pas comment elles ont fait pour avoir, parce que là, c'est vraiment énorme. Elles sont vraiment regroupées justement pour essayer de se faciliter cette action de recrutement, de gestion, etc. Et ça vaut vraiment le coup parce que ça peut permettre à des personnes qui auraient eu peur d'y aller, d'y aller justement sur l'emploi direct. Et le souci qu'on rencontre actuellement, c'est que le mandataire, il y a toutes sortes, c'est la jungle aussi, il y a toutes sortes de mandataires. Il y a des gens qui sont là pour faire du fric, qui sont à 10 € de marge nette de l'heure. Nous, en tant que mandataire qui suivons le tarif de la PCH, on est à 1,60 € brut de l'heure. Ça veut dire que sur ces 1,60 €, on doit tout rémunérer, tout payer. Les autres 10 € net, ça veut dire que c'est ce qui leur reste pour payer leur employeur. Enfin, oui, ça fait peur. Mais et le problème, c'est que cette activité de mandataire n'étant pas reconnue par les départements encore, eh bien, on nous met les bâtons dans les roues. Et plutôt que de faciliter l'emploi direct, on va nous mettre les bâtons dans les roues et laisser des gens qui font plein de pubs à la télé, y compris les ADMR. Parce que moi, je suis affolée de voir des publicités à la télé des ADMR. Et on n'aide pas, on n'accompagne pas les personnes, alors que ce sont des politiques et c'est leur responsabilité aussi. Et ça me choque profondément. J'avais besoin de faire un petit coup de gueule en dernier. Merci Joséphine. Merci. Merci Lémi également pour votre intervention.